Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, Bonjour Marie. Bonjour à tous. bienvenue sur ce 7e webinaire, ENIDIAG Academy. On va laisser un peu, les gens se connecter, petit à petit. On a commencé très à l'heure aujourd'hui. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous faire, ma maintenant traditionnelle, présentation, de ENIDIAG et de son académie. Alors, donc, bienvenue, hein, à ce 7e webinaire ENIDIAG Academy, pendant lequel, nous sommes en compagnie de Véronique Bachy qui, vous présentera, la partie théorique de la bactériologie urinaire. Il y aura une deuxième partie de ce webinaire qui sera axée sur la pratique et qui aura lieu, très bientôt parce que ce sera le 2 mai, prochain et Véronique sera pas toute seule parce qu'elle sera accompagnée, d'un invité mystère, spécialiste en médecine interne, dont vous découvrirez très bientôt l'identité. Donc, bon, je vous refais la présentation d'ENIDIAG. Donc, ENIDIAG, c'est un groupe de biologie vétérinaire qui réunit 3 laboratoires, Innovivet, Vebio et le LAPV Amboise, qui ont décidé de s'associer pour former une entité unique qui vous propose un catalogue d'analyse complet. Alors, depuis le début de l'année, comme vous le savez maintenant, on a lancé notre académie. Donc, dans cette académie, on propose des webinaires tout au long de l'année 2023. On est accompagné par plusieurs vétérinaires formateurs et des intervenants externes, comme ce sera le cas d'ailleurs au prochain webinaire. Et on vous parle de plusieurs spécialités de la biologie et de la médecine vétérinaire. Aujourd'hui, c'est de la bactériologie. Donc, vous pouvez télécharger le programme, des formations si vous l'avez pas encore, fait. Il vous suffit de scanner ce code ou sinon vous pouvez aller dans l'onglet Apps juste en dessous du chat, et partage de fichiers et là, vous aurez accès à tous les fichiers PDF, en téléchargement. Par ailleurs, la diapositive de ce webinaire sera disponible en téléchargement à la fin du webinaire et pendant les replays. Si vous pouvez pas rester jusqu'au bout du webinaire, c'est pas grave parce que vous recevrez un mail 30 minutes après sa fin avec le lien du replay qui est le même que celui sur lequel vous avez cliqué pour arriver ici. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Donc c'est en dessous du chat, il y a un petit onglet avec un point d'interrogation questions, comme ça vous permet de poser votre question et qu'elle se perde pas dans le chat et si vous voyez que votre question a déjà été posée par quelqu'un d'autre, vous pouvez la liker. Et puis, pour tout ce qui est, remarques, heu, discussions et compliments, pour votre formatrice, vous pouvez les faire dans le chat. Voilà, je vous laisse, avec le docteur Bachy pour votre webinaire sur la bactériologie urinaire et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Voilà. Merci Marie. Donc je prends le relais. Donc aujourd'hui, donc c'est la suite des webinaires de bactériologie générale commencés il y a un mois et on va focaliser sur la bactériologie des urines, examen majoritaire hein, dans les laboratoires d'analyse et particulièrement utile. Donc, je suis revenue en arrière. Donc, le plan de ma présentation est le suivant. On va commencer par les définitions, l'intérêt de cet examen de CBU, les indications principales, les facteurs prédisposant aux infections du tractus urinaire. Nous verrons ensuite un guide pratique de prélèvement et de transport, puis comment suspecter et diagnostiquer une infection du tractus urinaire en clinique au chevet du patient. Nous focaliserons ensuite un petit peu comme ce qu'on a fait la dernière fois, mais je ne reprendrai pas tout en détail, mais nous focaliserons sur l'analyse bactériologique des urines telle qu'elle est réalisée en laboratoire, pour vous résumer un petit peu la technique et les principes de l'antibiogramme. Et enfin, nous verrons les principales règles d'interprétation des résultats de la culture sur les urines et de l'antibiogramme, avec des données nationales françaises. Donc, l'analyse bactériologique des urines, c'est un examen qui est réalisé en général conjointement à l'analyse cytologique des urines en cas de suspicion d'infection du tractus urinaire. Il consiste en une mise en culture des urines avec l'ensemencement et la phase d'incubation qui est relativement courte pour cet examen.
une identification bactérienne et, en cas de croissance bactérienne pertinente et significative uniquement, en l'obtention d'un ou plusieurs antibiogrammes. Donc, c'est un examen qui est particulièrement utile en cas de récidive d'infection urinaire ou d'échec thérapeutique après traitement probabiliste. Il est nécessaire pour l'obtention d'un antibiogramme vétérinaire pour respecter le décret du 16 mars 2016 afin de prescrire, si nécessaire, des fluoroquinolones ou des céphalosporines C3G et C4G en première intention. Et il doit éviter le développement de souches urinaires multirésistantes, qui est une problématique mondiale à l'heure actuelle. Nous en reparlerons en fin de ce séminaire. Donc, on va commencer par des définitions pour bien savoir de quoi on parle. Donc, on parle de bactériurie quand il y a présence de bactéries, coques ou bacilles, dans les urines en concentration plus élevée que dans l'urine d'un animal sain. Il faut savoir que, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, l'urine n'est pas totalement stérile. Et notamment, il y a maintenant une notion de microbiome urinaire qui se développe, qui a été identifiée chez l'homme, mais également chez le chien. Donc là, je vous ai mis une publication qui caractérise le microbiome urinaire de chiens sains. Donc, il existe des bactéries de type Pseudomonas, Acinetobacter, Sphingobium et Bradyrhizobiaceae, en quantité qui est détectable par PCR de l'ARN ribosomial, 16S et séquençage, mais qui est trop faible pour donner une culture bactériologique significative. Donc, en fait, contrairement à l'idée préconçue et qu'on avait pendant de longues années, l'urine n'est pas totalement stérile, du moins quand on va chercher dans le détail avec des techniques ultrasensibles. Et attention également, une culture bactériologique positive à partir d'un prélèvement urinaire vésical ne présume en rien de la localisation initiale de l'infection, le rein, la prostate ou la vessie. Donc, pour continuer dans les définitions, on parle de pyurie quand il y a présence de pus dans les urines, c'est-à-dire des bactéries phagocytées par les leucocytes et notamment des leucocytes dégénérés, neutrophiles dégénérés. La leucocyturie est la présence de leucocytes dans les urines en concentration plus élevée que celle rencontrée chez un animal sain. La norme est qu'il y a normalement chez un animal sain moins de 3 à 5 leucocytes par champ à l'examen du culot urinaire entre l'âme et lamelle. On définit une cystite récidivante par une cystite survenue au moins 3 fois au cours de l'année précédente. Une infection persistante comme des récidives cliniques de cystite potentiellement liées au même agent pathogène, c'est-à-dire que la bactérie n'a pas été éliminée. On parle de réinfection quand on a des récidives cliniques de cystite après élimination vérifiée de l'agent pathogène initial, c'est-à-dire qu'on identifie dans un nouvel ECBU une nouvelle souche bactérienne différente de la première. Et on parle de bactériurie subclinique quand il y a présence de bactéries dans l'urine en concentration significative, mais sans signe clinique de maladie du bas appareil urinaire. Et nous verrons des exemples cliniques qui mettent en lumière ces définitions lors du webinaire du 2 mai. Donc, en indication principale qu'on rencontre le plus fréquemment pour le CBU, c'est la cystite bactérienne sporadique ou simple ou récidivante. Donc, il s'agit d'une prolifération bactérienne dans la vessie. Donc, il faut savoir que chez le chat, l'urine est plus concentrée et il y a présence de molécules inhibitrices dans cette urine. Donc, la cystite bactérienne est moins fréquente que chez le chien. Il y a 1 à 3% des chats qui vont présenter une cystite bactérienne dans leur vie contre 14% des chiens. Chez les chiens, l'âge supérieur à 7 ans et le sexe femelle augmentent significativement le risque de développer une cystite bactérienne. Les symptômes, et vous les connaissez tous, strangurie, hématurie, pollakiurie, dysurie, parfois incontinence urinaire. Et une nouvelle fois, donc je le note, il y a des bactériuries sans symptômes cliniques du tout, et c'est toujours la clinique qui doit primer maintenant dans les guidelines internationales dont on reparlera le 2 mai. En indication évidemment majeure, vous avez la suspicion de pyélonéphrite, c'est-à-dire la prolifération bactérienne dans la cavité pyélique, dans les tubes collecteurs, le parenchyme ou l'urtère d'un ou des 2 reins. Donc, on a une pollakiurie, une strangurie, une hématurie, une dysurie, souvent une hyperthermie avec une PUPD, et on peut avoir une douleur abdominale prononcée ainsi que des vomissements. Donc, dans la prostatite bactérienne aiguë, également, vous avez une indication à faire un ECBU. Donc, vous ayez des abcès prostatiques ou une prostatite chronique.
Donc, la prostatite bactérienne aiguë peut se faire par voie hématogène lors de prostatite aiguë, alors que lors de prostatite chronique, en général, on a une hyperplasie bénigne de la prostate et les bactéries remontent par voie ascendante via l'urètre. Le liquide prostatique va refluer dans la vessie et en général, une infection du tractus urinaire, qu'elle soit secondaire ou primaire, accompagne des prostatites bactériennes chroniques. Il faut savoir que la souche isolée lors de cytoponction prostatique est en général la même que celle isolée sur les urines par cystosynthèse. Donc, les souches qu'on rencontre le plus fréquemment sont Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus et Enterococcus sp. Donc, les symptômes, donc pour la prostatite aiguë, qu'elle soit avec ou sans absédation, c'est une douleur, des difficultés locomotrices, une hyperthermie, une déshydratation, un choc ou une septicémie. Ça peut aller parfois jusqu'à la mort de l'animal. Pour la prostatite chronique, on a des signes d'infection urinaire récurrente, une pollakiurie, une hématurie et une strangurie. Donc pour toutes ces infections du tractus urinaire, on a très fréquemment des facteurs prédisposants qui sont toujours à rechercher. On a notamment la miction altérée, soit par incontinence urinaire, soit avec une vidange vésicale incomplète, soit une obstruction urinaire qui empêche l'écoulement physiologique des urines. On a tout ce qui est anomalie anatomique, par exemple l'ectopie urétérale ou l'anomalie urétrale, l'urétrostomie, le diverticule urachien, le reflux vésico-urétéral, la striction vaginale. Enfin, on a tout ce qui est diminution des défenses muqueuses, donc les traumatismes, que ce soit par urolithiase ou par cathétérisme urinaire, le cyclophosphamide et les tumeurs. On a également la diminution des propriétés antimicrobiennes de l'urine, avec une baisse de la concentration urinaire et une glycosurie. Tout ce qui est immunodéficience, donc le diabète sucré est très prédisposant, l'insuffisance rénale, l'hypercorticisme endogène ou iatrogène et les processus néoplasiques. On a également les traitements aux glucocorticoïdes et à la cyclosporine. Et chez le chat, on a également l'hyperthyroïdie qui peut favoriser les infections du tractus urinaire. Nous allons voir en partie 2 comment réaliser les meilleurs prélèvements possibles. Donc, on a une apparition, un diagnostic initial se fait en général après l'apparition de symptômes évocateurs et lorsque le propriétaire amène le chien à la clinique. En général, il est mieux de réaliser l'ECBU sur des urines du matin qui seront plus concentrées. Et si un traitement antibiotique probabiliste a déjà été instauré, le mieux est de faire un prélèvement 7 jours après l'arrêt du traitement antibiotique initial, donc à minima 5  être après l'arrêt du traitement. Il faut savoir que l'effet potentiellement inhibiteur du traitement antibiotique in vitro peut être prononcé même si vous n'avez pas d'effet clinique constaté cliniquement sur l'animal. Donc, le moment du prélèvement, lorsque vous voulez faire un suivi de traitement antibiotique, il peut arriver que vous n'ayez pas de réponse clinique favorable et que du coup, vous vouliez vérifier ce qui se passe au niveau de la culture bactériologique des urines. Donc, il est recommandé de procéder à l'ECBU 7 jours après le début du traitement. Si la culture revient stérile, le traitement antibiotique peut être arrêté 4 à 7 jours après. Pour tout ce qui est cystite chronique et récurrente, l'ECBU peut être réalisé après 2 semaines de traitement. Si c'est stérile, la culture est stérile, le traitement antibiotique peut être arrêté 7 jours après. Et si la culture bactériologique revient positive à nouveau, il est conseillé de poursuivre le traitement et de réaliser un nouvel ECBU jusqu'à l'obtention d'une urine stérile. Voilà, il y a des guidelines maintenant qui peuvent un petit peu varier, même d'un pays à l'autre, mais c'est un petit peu le consensus. Mais finalement, le cas le plus fréquent qui va être effectué et sur lequel vous faites régulièrement des contrôles en laboratoire, c'est le contrôle post-traitement antibiotique. Donc, comme je le disais, 7 jours après l'arrêt du traitement, vous reprélevez les urines. Si stérile, vous arrêtez tout traitement. Si positif, l'antibiogramme doit être réalisé et il est conseillé de changer de famille antibiotique. Il est possible que des clones résistants se développent in vivo au cours du traitement antibiotique et qu'on sélectionne une souche résistante.
Et voilà, donc là, c'est là où la discussion avec le bactériologiste et le biologiste est vraiment intéressante pour choisir la meilleure famille d'antibiotiques en fonction des résultats de l'antibiogramme. Donc au niveau du guide de prélèvement, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment la collecte doit être stérile afin d'éviter toute contamination par les souches sur les mains de l'opérateur, sur les voies génitales et le matériel de prélèvement. La cystosynthèse est la technique de choix pour l'examen bactériologique et elle est particulièrement recommandée chez le chat. Pardon, Voilà. Quand la cystosynthèse n'est pas possible, le cathétérisme urinaire est envisageable, même s'il est moins recommandé, et le sondage urétral doit être réalisé avec respect strict des règles d'asepsie. La miction naturelle est vraiment à éviter pour l'analyse bactériologique des urines. Toutefois, si elle est inévitable, la pression abdominale de la vessie ou la miction naturelle sont envisageables. Il faut couper les poils, nettoyer les voies génitales externes et éliminer le premier jet d'urine. Mais vraiment, nous, en laboratoire, on voit vraiment qu'on a du mal à interpréter les résultats quand la bactério est issue d'un prélèvement fait par miction naturelle, qu'il faut l'éviter. Donc les conseils sont un petit peu les mêmes que ceux qu'on a vus lors du dernier webinaire. Hein. Pas de congélation du prélèvement d'urine, pas de contact avec un autre prélèvement qui contiendrait du formol. Donc il faut toujours, quand vous avez un pot en formol, utiliser un sachet plastique distinct pour l'envoi des prélèvements destinés à la bactério. Sinon, on va avoir une petite stérilisation du prélèvement de bactériologie. Alors, on évite également le milieu de transport destiné aux analyses virologiques de type virocute parce qu'ils contiennent des antibiotiques. Et on n'a pas de prélèvement réalisé sur écouvillon sec. Parce que les souches bactériennes les plus fragiles ne survivront pas au transport et il y aura un biais vers la croissance de souches plus résistantes, potentiellement peu pertinentes. Évidemment, pas d'aiguille jointe au prélèvement si possible. Pour le transport du prélèvement, alors vraiment pour la bactériologie des urines, l'urine doit être conservée entre 2 et 8 degrés et analysée la plus rapidement possible. Vraiment, idéalement, ça serait vraiment dans les 6 heures qui suivent la prise d'urine. On sait que c'est malheureusement pas toujours réalisable, et notamment quand il y a un envoi par transporteur. Donc là, je vous invite, si le transporteur n'a pas de système de température contrôlée, de mettre un pack réfrigéré pour accompagner les urines. Donc la population bactérienne peut doubler toutes les 20 à 30 minutes à température ambiante. Donc autant dire que l'été, déjà le prélèvement est complètement contaminé. Le délai idéal, comme je le disais, c'est moins de 6 heures. Et vous pouvez utiliser un flacon stérile sec ou un tube sec si l'ensemencement réalisé moins de 24 heures. Contenant qu'on favorise pour la bactériologie des urines, c'est un flacon ou un tube qui contient de l'acide borique. En effet, l'acide borique va stabiliser pendant environ 48 heures les urines à température ambiante. Il va empêcher la prolifération anarchique de la flore bactérienne jusqu'à 72 heures sous couvert du froid. Il évite la formation de cristaux et donc il évite les cultures faussement positives. Et la quantification des souches isolées est correcte. Par contre, il faut savoir quand même qu'il y a des publications qui indiquent qu'on a une légère diminution de la sensibilité de la culture bactériologique quand on utilise un conservateur borate. Donc la sensibilité diminue de 82% à 73% environ. Alors, là, je vous parle de l'écouvillon avec milieu de transport. Alors, c'est évidemment pas ce qui est recommandé en premier lieu pour les urines, mais il arrive notamment pour les confrères qui habitent dans les dom-toms que le prélèvement doit voyager plus de 72 heures ou environ 72 heures. Et dans ces cas-là, vous pouvez tremper un écouvillon avec milieu de transport dans les urines et le joindre à votre prélèvement. Ça, évidemment, le résultat est suboptimal puisqu'on n'aura pas de quantification des colonies, donc pas du tout de quantification des unités de colonies, mais par contre, on aura bien la souche isolée et l'antibiogramme si nécessaire pour l'évolution clinique de l'animal. Pour le transport, eh bien, il faut toujours utiliser un système de transport express de type Chronopost, TNT ou coursier.
Le colis doit être composé selon les recommandations UN 3373 pour le transport de substances biologiques de catégorie B, donc notamment un triple emballage. Il faut savoir, là on n'en parlera pas cette fois-ci, mais qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir quand même une infection des urines par des leptospires, par exemple. Donc on évite quand même de contaminer les transporteurs et ensuite le personnel du laboratoire si possible. Et en général, les laboratoires de diagnostic vous fourniront tout le matériel approprié. Donc, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais l'échantillon biologique est placé dans un récipient primaire étanche. Ensuite, vous avez un emballage secondaire étanche, du papier à bulles ou du papier absorbant et un emballage tertiaire avec du matériau de calage. Donc, on a quand même pas mal d'échantillons d'urine qui arrivent cassés dans les laboratoires. C'est encore relativement fréquent, donc il faut être bien attentif à ça. Voilà. Ensuite, on va aborder les suspicions d'infection bactérienne, de cystite bactérienne ou d'infection du tractus urinaire à la clinique. Donc, au chevet du patient, eh bien, déjà, il faut savoir que la densité urinaire sur un animal non déshydraté et polyurique, elle est légèrement diminuée lors de cystite infectieuse ou de pyélonéphrite. La bandelette urinaire peut vous apporter des informations. Il faut savoir que si le pH est basique, et peut être basique s'il y a présence de souches bactériennes présentant une uréase qui transforme l'urée en ammoniac. Donc, par exemple, pour les bacilles, les proteus, et pour les coques, les staphylococcus. Le pH, par contre, ne va pas être basique lorsque vous avez des souches à uréase négative, par exemple les Escherichia coli ou les Streptococcus ou les Enterococcus. Donc, on ne peut pas se fier qu'au pH. Voilà. Alors, en ce qui concerne les protéines, eh bien, la protéinurie post-glomérulaire provient de l'augmentation de la perméabilité vasculaire liée à l'inflammation associée à la présence d'un sédiment urinaire contenant des leucocytes et des hématies. Donc, elle est en général supérieure à 0,5 g par litre pour une urine de densité urinaire physiologique ou légèrement diminuée, donc lors d'infections urinaires. Et le RPCU est donc classiquement augmenté à modérément augmenté lors d'ITU. Alors, sur la bandelette, vous avez une plage leucocyte qui détecte une estérase leucocytaire. Cette plage est sensible chez le chien. La sensibilité est supérieure à 90%. Par contre, elle n'est absolument pas fiable chez le chat. Donc, ne pas en tenir compte du tout chez les chats. Donc, au chevet du patient, vous avez également la plage des nitrites sur la bandelette. Elle correspond à la réduction des nitrates naturellement présents dans l'urine, qui sont issus de l'alimentation. Donc, réduction des nitrates en nitrites par certaines souches bactériennes. Attention, cette plage n'est pas fiable, une fois de plus, parce qu'il y a environ 50% de faux négatifs. Par exemple, avec présence d'acide ascorbique dans les urines. S'il n'y a pas assez de nitrates dans les urines, par exemple anorexie ou une alimentation sans légumes. Un séjour trop court dans les urines dans la vessie, des urines dans la vessie lors de PUPD sévères notamment, ou présence de bactéries n'étant pas capables de réduire les nitrates, par exemple les pseudomonas ou les staphylocoques. Alors, au niveau de la bactériurie, il faut savoir qu'il existe des petites bandelettes maintenant qui sont du point of care, qui peuvent détecter la présence de bactéries rapidement dans les urines et qui sont disponibles potentiellement en clinique. Donc, c'est un mini-immunoassay rapide sur bandelette. La sensibilité qui est publiée est de 97% par rapport à la culture bactériologique en laboratoire de référence si le nombre de colonies formées est supérieur à 1000 par ml, donc c'est-à-dire quand même si on a une croissance bactérienne significative, et la spécificité est de 98%. Donc, en fait, les petites bandes sur la bandelette vont vous indiquer la présence de bactéries gram positive ou gram négative ou l'absence de bactéries, sachant que évidemment la bande contrôle doit apparaître pour valider le test. Il existe également des automates maintenant pour faire des dépistages rapides avec la lecture de bandelettes automatisée, la microscopie automatisée et même la cytométrie de flux automatisée sur les urines, qui permettent à la fois d'analyser la bandelette et le sédiment urinaire, donc les leucocytes, les hématies, les cristaux, les bactéries, les cylindres, de manière tout à fait automatisée. Donc, j'ai donné des exemples pour ne pas citer trop de marques, donc j'en ai mis plusieurs. Le Siemens Clinitech, le VetScan urine et VetScan sédiment analyseur de Zoetis et le VetLab UA analyseur et Cedivu d'IDEX.
Donc, rien ne vaut quand même, si vous pouvez vous entraîner avec éventuellement mes consoeurs en cytologie, rien ne vaut quand même de temps en temps de jeter un petit coup d'œil au culot urinaire et mes consoeurs cytologistes sont là également pour vous former, vous aider à vous former sur la cytologie urinaire. On peut avoir, donc du coup, on peut regarder directement le culot urinaire au microscope. Donc l'idéal, c'est d'avoir 5 ml, hein, mais on sait qu'on n'a souvent pas 5 ml d'urine, donc 1 à 5 ml, 1 à 1,5 ml minimum, dans un tube conique si possible qui permettra d'avoir un bon culot, et il faut centrifuger à 400 à 500 G, ce qui donne 1000 à 1500 tours par minute en fonction du diamètre de votre centrifugeuse, pendant 5 minutes. Donc on ne centrifuge pas trop fort pour ne pas exploser toutes les cellules si possible. Ensuite, on décante l'échantillon en conservant un volume d'environ 0,5 ml au fond du tube. On reprend le culot à l'aide d'une pipette Pasteur et on dépose une goutte de la suspension entre lame et lamelle. Et pour observer les leucocytes et les hématies qui vont nous intéresser particulièrement, l'observation d'une dizaine de champs est nécessaire à l'objectif x10, x20, suivi du x40. Et donc, voici ici à gauche, c'est un petit peu pâle, à gauche, un exemple à l'agrandissement à gauche de x200 sans coloration du culot. Donc, on voit, on peut deviner des leucocytes et des bacilles. Et à droite, avec coloration du culot, on peut voir des bacilles nettement alignés en chaînette et des neutrophiles. Donc, merci à Tiffaine Lavabre de m'avoir fourni ces photos. Voilà, donc attention à l'observation microscopique du culot. On a de nombreux pièges, on a notamment des débris, des gouttelettes lipidiques, des petits cristaux amorphes qui ressemblent à s'y méprendre à des coques. En plus, le mouvement brownien les fait bouger sous l'objectif, donc il faut toujours colorer le sédiment si possible. Donc par coloration Diff Quick ou Grunwald Dimsa par exemple. Mais c'est pas toujours facile à faire à la clinique, mais ça aide vraiment à différencier les débris des coques et des leucocytes. Donc ensuite, on va passer sur la boîte noire de ce qui se passe en laboratoire. Je n'irai pas dans le détail comme la dernière fois parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il faut savoir qu'il y a des normes pour la culture bactériologique en labo. Pour les laboratoires accrédités COFRAC, vous avez la norme Lab GTA 36 qui définit les conditions de culture et d'antibiogramme. Donc à J0, vous avez l'ensemencement qui se produit vraiment le plus rapidement possible par les techniciens au laboratoire. Vous avez en général 2 géloses uniquement pour les urines, contre 4 à 5 pour d'autres types de prélèvements. Donc, les géloses qui aident énormément à l'identification rapide par les techniciens, ce sont les géloses chromogènes, qui permettent des identifications directes des souches d'Escherichia coli, d'Enterococcus, de Proteus, de Klebsiella, d'Enterobacter, Serratia et Citrobacter, grâce à leur couleur et à leur morphologie sur les géloses. Et vous avez aussi une gélose Columbia au sang, qui fait une croissance générale de tout type de souches. Donc ensuite, l'incubation se fait à 37 degrés, plus ou moins 2 degrés, et avec du CO2, pendant 24 à 48 heures. La culture est courte pour les urines. Donc les techniciens regardent déjà la culture à 24 heures. Si rien n'a poussé, remettent à l'incubateur. Et à 48 heures, si aucune souche n'a poussé, l'analyse est définitivement rendue stérile. Alors, il faut savoir que dans la plupart des laboratoires, aucun enrichissement n'est réalisé à partir des urines, sauf exception, donc en général sur demande du biologiste ou éventuellement du vétérinaire traitant, notamment quand il y a une leucocyturie et qu'on a observé des germes. Auquel cas, on enrichit soit sur des géloses particulièrement riches, soit avec du milieu d'enrichissement. Mais ça reste très rare. Du coup, à J1, on en avait déjà parlé la dernière fois, les techniciens font la lecture des géloses, l'identification et le repiquage. Ils identifient les souches sur leurs caractéristiques morphologiques et biochimiques de base, leur couleur, leur morphologie, les tests uréase, catalase, oxydase éventuellement, et les colorations. Ensuite, quand ils ont identifié des souches d'intérêt et en croissance significative, l'identification finale est lancée par technique Malditov, on en a parlé la dernière fois, par identification biochimique, sur galerie API ou automatisation, par exemple sur le Vitec 2 de Biomérieux. Et enfin, pour les souches qui sont difficiles à identifier, il est toujours possible de réaliser une identification génomique par PCR de l'ARN 16S, suivi d'un séquençage, mais c'est vraiment extrêmement rare sur les urines. En général, on a des souches bien caractérisées que je vais vous présenter à la fin de cette présentation.
Donc ensuite, à J3, J2 ou J3, en fonction de la vitesse de pousse, on lance l'antibiogramme. Donc pour rappel, l'antibiogramme permet de déterminer la résistance de souches bactériennes in vitro et de prédire l'activité d'une famille de molécules in vivo, mais ça reste un test in vitro, parfois suboptimal. Donc je vous représente à nouveau les 4 grandes techniques d'antibiogramme. Donc la détermination de concentration minimale inhibitrice en milieu gélosé, dont on a parlé la dernière fois, la détermination de CMI en milieu liquide, et la technique la plus courante, celle qui consiste à diffuser des antibiotiques en milieu gélosé à partir d'une petite membrane, c'est la norme NF-U4707. Et enfin, la détermination de la CMI par le e-test. Donc, je vous récapitule l'antibiogramme selon la norme NF-U4707, puisqu'il s'agit de l'antibiogramme le plus fréquemment réalisé dans les laboratoires. Donc, la suspension bactérienne est ensemencée sur une gélose spécifique Muller-Hinton à une densité bien précise. On applique des disques d'antibiotiques à concentration connue. Et après incubation pendant 18 à 24 heures, on lit les diamètres d'inhibition mesurés au pied à coulisse ou avec un lecteur automatisé. Donc ensuite, on compare ces diamètres aux diamètres critiques qui sont présentés pour chaque type de souche dans la norme. Donc la dernière fois, je ne vous avais pas présenté les tableaux et les normes telles qu'elles se présentent et telles qu'on les utilise dans les laboratoires. Donc cette fois-ci, je vous ai mis un petit tableau pour que vous puissiez voir comment on travaille et les recommandations de la norme de la Société française de microbiologie. Donc là, je me suis mise sur la fiche des entérobactériales, puisque c'est les souches qu'on va rencontrer quand même le plus fréquemment dans les infections urinaires, notamment Escherichia coli. Et donc, il faut voir qu'on utilise des marqueurs, notamment la céfoxytine, un disque de céfoxytine, pour déterminer 2 types de grandes résistances principales dont on a aussi déjà parlé, les BLSE, c'est-à-dire les bêta-lactamases à spectre étendu, qui sont vraiment un problème sur les souches d'origine urinaire d'Escherichia coli donc à l'heure actuelle, et également les souches qui hyperproduisent une céphalosporinase, donc on appelle souche à céphalosporinase de haut niveau. Voilà, ça c'est vraiment pour les Escherichia coli, ce qu'on va chercher, notamment pour les infections urinaires. Donc ensuite, je vous rappelle que la plupart des laboratoires, plus de 90 laboratoires en France participent au réseau RESAPAT et communiquent leurs résultats d'antibiogramme, et notamment sur les souches présentant des antibiorésistances d'intérêt, au réseau RESAPAT. Et on va voir un petit peu le type de données que le RESAPAT nous fournit et comment on peut surveiller en France l'apparition justement de souches d'origine urinaire particulièrement multirésistantes. Donc on va passer ensuite aux résultats et à l'interprétation de la culture bactériologique urinaire, mais il y a un paramètre qui est particulièrement important, c'est le seuil de signification, c'est-à-dire la quantification des colonies isolées. Alors, ce seuil de signification va varier en fonction du type de collecte des urines. Donc, si on a un prélèvement par cystosynthèse, le seuil est significatif à partir d'une croissance de 10 puissance 3 colonies par ml, formant unité par ml. Mais déjà, le résultat est douteux quand on commence à avoir 10 puissance 2 CFU par ml. Voilà. En dessous de ça, on parle de contamination. Pour le cathétérisme, c'est 10 puissance 5, mais on a déjà en général une forte suspicion et le résultat est douteux de 10 puissance 3 à 10 puissance 4 chez le chien et 10 puissance 2 à 10 puissance 3 chez le chat. Et enfin, par miction, vraiment qu'on ne recommande pas du tout, on dit que le seuil est significatif quand on a une croissance supérieure à 10 puissance 5 chez le chien et le chat. Donc, il faut savoir aussi que le nombre de souches isolées nous donne des indications sur la possibilité d'une contamination ou non. En effet, 80% des infections du tractus urinaire sont causées par une souche unique et 20% seulement peuvent être causées par 2 souches et vraiment maximum 3 souches bactériennes. Vraiment, déjà, quand on a 3 souches, et surtout si on n'a pas une leucocyturie significative, on commence à se dire qu'on a une contamination. Et si on a plus de 3 souches, en général, au laboratoire, on ne travaille pas sur l'échantillon. On sait qu'il est contaminé. Donc, au niveau de la fréquence des souches isolées chez le chien, mais il faut savoir qu'on va retrouver Escherichia coli dans 33% à 50% des cas.
Donc là, ce sont des données que j'ai compilées sur 13 ans dans 3 laboratoires français différents et également dans la littérature. Vous avez les références en fin du webinaire. Ensuite viennent les souches de Staphylococcus pseudo-intermedius, environ 12%. Ensuite, Enterococcus fecalis, Proteus mirabilis, Streptococcus canis. Et pour moins de 5%, vous avez d'autres souches beaucoup plus exotiques, qui sont vraiment rares. Pardon, ça allait trop vite. Alors, chez le chat, à nouveau, le gagnant est Escherichia coli, donc environ 40% des infections chez le chat. On a également Enterococcus fecalis pour environ 15%. Ensuite, c'est Staphylococcus sp, dont Staphylococcus felis en priorité, mais également Staphylococcus pseudo-intermedius. Proteus mirabilis, et contrairement aux chiens où ils sont plus rares, on a quand même pas mal d'entérobactères cloacae chez les chats, environ 5%. Enfin, c'est pas négligeable. Et alors, ces entérobactères cloacae ont des résistances naturelles particulièrement pénibles. Donc ensuite, en ce qui concerne l'antibiorésistance des souches qu'on va isoler lors de CBU, donc il y a 2 grands types de résistance aux antibiotiques dont on avait parlé, les résistances naturelles fixes et constantes, par exemple Pseudomonas résistant à l'amoxicilline et à la plupart des bêta-lactamines. Donc dans ces cas-là, lors d'antibiogramme, on ne vous rend pas les résistances naturelles, il ne faut pas chercher ces molécules, elles ne sont pas dans la norme et on ne vous les rend pas puisqu'elles sont d'emblée connues. Et enfin, vous avez les résistances acquises qui, elles, nous intéressent plus particulièrement, qui sont liées à des mutations génétiques ponctuelles du génome bactérien, puis sélection de la souche mutée par un traitement antibiotique. Donc ça, c'est un cas relativement fréquent lors d'infections urinaires récidivantes, ou par acquisition d'un plasmide ou d'un transposon de résistance en provenance d'une bactérie de la même souche ou d'une bactérie différente. Ça fait pour 80% des résistances acquises, et notamment pour les entérobactéries et Escherichia coli. Donc, je vous ai fait un petit résumé ici des données du Résapat concernant les souches d'origine urinaire. Donc là, c'est des données issues des rapports 2020. Donc, le profil de résistance, pour les antibiotiques critiques, ceftiofur et fluoroquinolone, la bonne nouvelle, c'est que la résistance est faible parmi les souches d'origine urinaire, seulement 2 à 7%. Donc vraiment, tous les efforts qui ont été faits au niveau de la profession vétérinaire payent. Donc en 2022, les résultats sont les mêmes, ça n'a pas changé. C'est toujours assez positif au niveau de l'évolution de la résistance aux antibiotiques critiques. Par contre, on a une hausse assez préoccupante de la résistance à l'amoxicilline et à l'amoxicilline plus acide clavulanique qui est observée donc, depuis 2019 et qui est toujours d'actualité en 2022. Malheureusement, sur le rapport 2021, on le constate aussi, et particulièrement sur les souches d'Escherichia coli d'origine urinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez peut-être pu constater en pratique. Et parfois, même lorsqu'on a un antibiogramme qui montre une sensibilité à l'amoxicilline plus acide clavulanique, on a des échecs de traitement in vivo. Et dans ce cas-là, il faut en discuter avec le biologiste et il est souvent préférable de changer de famille antibiotique. On observe également malheureusement une hausse de la résistance au ceftiofur depuis 2020 à peu près. Pour les staphylocoques, la résistance à la pénicilline G est élevée. Donc, on a fait en fait 80 à 88% de Staph aureus qui sont résistants aux pénicillines G simples. Et en ce qui concerne les staphylocoques aureus et les staphylococcus pseudo-intermedius résistants à la méticilline, dont on a parlé la dernière fois, ils ne représentent que 10% des souches, qu'elles soient d'origine urinaire ou d'une autre localisation, chez le chien en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que sur des souches d'origine urinaire en Asie, sur ces staphylocoques, vous avez 30%, 30 à 35% de prévalence de SARM et de Staphylococcus pseudo-intermedius résistant à la méticilline. C'est un problème très préoccupant. Je pense qu'en France, sans vouloir s'envoyer des fleurs, on est quand même, on travaille plutôt bien. Voilà, donc là, malheureusement, c'est pas ma dernière version, Marie, mais c'est pas grave, du coup, je vais vous résumer. Pour le chat, on a les mêmes tendances, c'est-à-dire la tendance à la résistance à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique sur les Escherichia coli issus de souches urinaires, et on a un petit peu plus de Staphylococcus résistant à la méticilline, on a 13%, voilà, sur les dernières données, au lieu de 10% chez le chien, mais c'est à peine significatif, on reste dans les mêmes chiffres.
Voilà, donc pour les prochains webinaires de bactériologie, eh bien, je serai en binôme avec un invité mystère qui est spécialiste en médecine interne. Et en fait, on va vous présenter des cas qui mettent en pratique tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la bactériurie subclinique, les infections récidivantes, les facteurs prédisposants et les principes d'antibiothérapie clinique pour le traitement des infections du tractus urinaire seront, elles, vues en automne 2023. Voilà, je remercie les services de bactériologie d'Annie Diag, le docteur Tiffaine Lavabre qui m'a fourni des jolies photos, ainsi que le docteur Laetitia Piane, Marie, la responsable de communication Annie Diag, l'équipe Résapat de l'ANSES. Et enfin, pour finir, on a un petit quiz. On va parler des souches d'Escherichia coli. Vous avez, quand elles sont collectées sur les urines par cystosynthèse, vous avez 4 réponses, il n'y en a qu'une bonne. Donc, elles représentent une infection significative dès lors que leur concentration atteint 10 puissance 4 unités formant colonie par ml. Réponse 2, ce sont des bactéries dont la prolifération génère un pH urinaire alcalin. Réponse 3, elles peuvent présenter des bêta-lactamases à spectre étendu. Réponse 4, elles représentent environ 10% des souches isolées lors d'infections du tractus urinaire chez les carnivores. Voilà, donc bien se souvenir qu'il s'agit d'une collecte par cystosynthèse. On a vu un petit tableau récapitulatif. Voilà, ensuite on a parlé des bandelettes urinaires et de la plage du pH, avec des souches qui généraient des pH alcalins et d'autres qui ne génèrent pas. Et enfin, on a parlé de la prévalence des Escherichia coli lors des ECBU en France. Je sais pas, du coup, moi je vais soumettre mon vote aussi. Je ne sais pas si j'ai laissé assez de temps. Voilà. Voilà, et il y avait donc qu'une seule bonne réponse. Je ne vois pas vos réponses apparaître. Alors, tu veux que je te dise, Véronique, du coup, pour Bien, les vois pas. réponses? Si tu te mets sur sondage, normalement, tu devrais les voir. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu as voté. On a 45% peuvent présenter des bêta-lactamases à spectre étendu. Oui, c'est la bonne réponse. Voilà, sur 22. C'est la bonne réponse, effectivement. Pour la deuxième, eh bien, effectivement, le seuil 10 puissance 4, c'est significatif, mais du coup, le seuil lors de cystosynthèse, c'est 10 puissance 3 qui est considéré comme significatif. Ce sont des bactéries dont la prolifération génère un pH urinaire alcalin. Non, ce sont des seules bactéries majoritaires qui ne font pas augmenter le pH. Et elles représentent plutôt 40 à 50% des souches isolées lors d'infections du tractus urinaire, que ça soit chez le chat ou chez le chien. Encore plus chez le chien que chez le chat. Voilà, donc là, 10%, c'est un petit peu bas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, merci Véronique pour cette présentation. Nous avons une question d'Élodie, donc je vais te laisser la lire. Oui, tout à fait. Alors, la question qui est très pertinente pour la pratique, pour les prélèvements faits en urgence week-end et nuit, peut-on considérer que le stockage dans un tube borate au frigo est l'idéal? Oui, effectivement, ça va être le prélèvement idéal. Il évite la prolifération anarchique des bactéries. On va peut-être perdre un petit peu en sensibilité, mais il vaut mieux ça plutôt qu'un prélèvement qu'on peut ensuite pas analyser parce qu'il y aura des Escherichia coli partout avec des cellules en plus détruites. Donc là, non, c'est vraiment ce que je conseille, oui, tout à fait. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu. Oui. On a une question dans le chat, donc je vais où Marie va la copier dans les questions. Voilà. Comment réaliser, tu la vois ou pas? Comment réaliser la coloration? Alors comment réaliser la coloration? Car tout a tendance à glisser. Faut-il faire le bain de fixateur ou en spray, chauffer à la flamme ou au sèche-cheveux? Oh, c'est presque une question pour toi, Laetitia, je dirais. Mais je pense qu'elle a l'air. C'est vrai, tout à fait. Alors, donc, donc pas de, non, alors, on ne met pas effectivement ni dans le fixateur, ni on n'utilise pas de spray. Et après, pour sécher, vous pouvez sécher au sèche-cheveux en position froide ou
alors laisser la lame sécher sur la paillasse. Mais effectivement, il faut bien attendre que ce soit bien sec avant de colorer. J'imagine que je pense que j'ai répondu à la question. Donc, Oui, on évite absolument le premier, le fixateur. Et puis après, pas de spray, rien en fait, rien d'autre. Et séchage. Alors, le problème du séchage à l'air libre, c'est que comme c'est très liquide, ça peut couler, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est mieux, je préconiserais de sécher au sèche-cheveux, mais en position froide et pas trop près de la lame. Voilà. On vous laisse encore. Avec plaisir. Ah oui. Avec plaisir. Alors, on va juste faire une petite présentation vite fait là, pour le prochain webinaire. Le temps que, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Hein, on a encore un petit peu de temps devant nous, donc on reste disponible. Donc, le prochain webinaire aura lieu mardi prochain. Attends, est-ce que tu peux... 2 mai. Est-ce que tu peux peut-être aussi changer la slide? Je n'arrive pas à la faire passer... à faire passer la diapositive pour te mettre sur la dernière diapo. Donc, le prochain webinaire, effectivement, aura lieu le 2 mai. Donc, il s'agit d'un webinaire très pratique avec plusieurs cas cliniques. Donc, avec donc, notre invité mystère qui est donc spécialiste en médecine interne, donc qui sera aux côtés de Véronique pour animer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez un lien d'inscription très prochainement. N'hésitez pas également, alors je vais vous publier dans l'onglet Apps le PDF donc, du webinaire du jour. Donc comme ça, vous pouvez le télécharger, vous y avez accès. Donc là, vous voyez, onglet Apps, partage de fichiers. Là où vous avez... il y aura la diapo-chat. Il y aura la diapo-chat sur le PDF. Ah oui. On le remettra là, écoute, on le remettra pour la fois d'après. On vous remettra le PDF mis à jour. Donc, alors attends, je vais ignorer là parce que voilà. On a également, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour, même pas, 30 secondes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Donc, Marie vous projette à l'écran. C'est 4 petites questions à répondre, mais pour nous, c'est important pour savoir voilà, si ce qu'on vous propose, ça vous plaît et si vous avez des suggestions pour améliorer et pour perfectionner cette académie, on sera ravis de vous lire et d'y répondre. Alors, attends, hop. Chat. Alors, est-ce que tu as vu? Ah oui, les bandelettes Point of Care, je ne sais pas si j'ai le droit de citer d'autres. Il y en a disponibles en France. Je ne sais pas si j'ai le droit publiquement de citer des marques, mais voilà, et des distributeurs. Mais il y a des distributeurs en France qui voilà, je vous ai mis le nom. Ça s'appelle. Il y en a un qui s'appelle Urité. Celui qui est distribué en France, il s'appelle Urité. Mais en fait, vous avez vraisemblablement d'autres distributeurs. Mais voilà, après, je vais pas non plus citer de nom. Mais voilà, le dispositif s'appelle Urité. Ok. Parfait. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va vous laisser. Merci à tous pour votre participation. Merci Véronique d'avoir pris le temps et accepté de faire ce webinaire pour nous. Merci pour l'invitation et puis à très bientôt alors pour la version beaucoup plus pratique des cas. Merci beaucoup et bon après-midi. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.